et qui s'est avéré complètement spectaculaire, surtout 4 ou 5 ans plus tard. Alors, le système tibétain, il y a beaucoup d'oracles au Tibet, à différents niveaux. Il y a plusieurs oracles qui travaillent avec sa sainteté. Il y a une fête tous les 12 ans, je crois, qui réunit ces oracles et qui, alors là, ça n'a rien à voir parce que ce sont des voyances avec des oracles qui sont en transe, ce qui est très très impressionnant. Et pendant leur transe, ces oracles ont des informations qui sont d'ailleurs, leur sont données dans une langue qui n'est pas exactement le tibétain d'aujourd'hui, qui est une espèce presque de langue médiévale. Il faut des traducteurs pour comprendre ce qu'ils disent. Pour certains, pour d'autres, c'est un tibétain actuel, mais il faut avoir une oreille un petit peu aiguisée pour en comprendre toutes les subtilités. Et ces voyants en transe donnent des informations à sa sainteté qui l'aident, bien entendu, à prendre des décisions politiques. J'ai eu la chance d'assister à cet événement et j'ai eu la chance qu'une de ces voyantes, qui s'appelle Yudema, accepte de me donner une consultation. C'est-à-dire, alors, Yudema est le nom d'une divinité tibétaine. Elle s'appelle Pema. Et elle considère qu'elle est d'une certaine manière prise dans un phénomène de possession et que Yudema, une divinité, véritablement, à certaines heures, la possède, prend possession de son corps et de sa voix. Exactement comme pour Nechung, qui lui est un moine et qui rentre en transe. Et c'est l'esprit de Nechung qui est comment dirais-je, qui est le protecteur du Tibet et de sa sainteté depuis les premiers Dalai Lama, donc depuis plusieurs centaines d'années. Et cette entité, cette entité spirituelle prend possession d'un moine qui, évidemment, n'est pas le même puisque ces gens décèdent au fil du temps, choisit un moine et régulièrement le choisit pour utiliser son corps et sa voix, de manière à pouvoir s'exprimer pour protéger sa sainteté et pour protéger le Tibet. Donc moi, c'est Yudema qui s'est adressé à moi et je dois dire que ça a été une expérience tout à fait extraordinaire. Le matin, quelques jours plus tôt, j'avais quitté Paris et ma fille, j'ai une très grande fille qui a 20 ans, et il était question qu'elle fasse une grande école. Et lorsque cette consultation m'a été faite, ce qui m'a été traduit, parce que bien sûr la voyante s'est exprimée en tibétain, je précise que c'était une vieille dame, c'est une vieille dame qui a 72 ans, qui est illettrée, qui ne parle pas un mot d'anglais. Elle est rentrée en transe et je lui ai posé la question de l'avenir des études de ma fille. J'étais contente de faire le client quelque part. Et cette dame en transe m'a répondu que ma fille ferait du droit et qu'elle voudrait aider beaucoup de gens. Bon, pourquoi pas, hein, je ne sais plus si elle était en seconde ou en première, mais en effet, elle commençait à imaginer une orientation. C'est une très brillante élève, donc elle pouvait faire un peu ce qu'elle voulait. Bon. Le soir ou le lendemain soir, j'appelle à Paris et j'apprends à ce moment-là qu'elle a dîné avec son père et qu'en fait, elle a changé d'avis et qu'elle veut faire du droit. Bon. Elle est aujourd'hui en licence à la faculté d'Assas. Voilà. Alors, d'autres informations ont été données qui sont tout aussi spectaculaires, mais je dirais qui sont moins palpables, si je les énonce, qui ne peuvent pas faire sens pour vous. Et vous voyez, il y a quelque chose de merveilleux dans la divination. C'est comment je trouve que les hypothèses en termes d'ouverture de conscience, de capacité de communication sont quand même extraordinaires. Vous imaginez cette dame, elle avait 72 ans, elle ne parle pas un mot d'anglais, elle est illettrée. Et elle est capable de me faire une consultation, en état de transe, de faire cette consultation, de me dire des informations qui ont toutes été extraordinairement justes. Vous imaginez ce que ça laisse imaginer des possibilités de connexion que nous avons les uns avec les autres, de l'unicité qui se dégage de tout ça, au fond de la profonde reliance que ça laisse imaginer. Hein. C'est quand même extraordinaire, humainement parlant. Et ce que j'ai trouvé merveilleux aussi, c'est que lorsque j'ai été reçue par Kontul Rinpoche, qui est un maître spirituel réalisé, qui entraîne les oracles du Dalai Lama, c'est lui qui emploie ce mot, hein. Je sais que ça fait un peu coach sportif, mais moi je répète ce qu'on me dit. Hein. Ils purifient leurs canaux d'énergie pour leur permettre d'être plus réceptifs au moment des transes.
Et lorsque je lui ai dit, mais pourquoi je suis clairvoyante, parce que je lui ai posé cette question à titre personnel, il m'a répondu, mais c'est la nature de l'esprit. Pardon, oui, c'est la nature de l'esprit. Tout le monde est clairvoyant. Si on n'est pas clairvoyant, c'est parce que l'esprit est troublé. Troublé comme des particules d'aspirine dans un verre qui ne sont pas encore redescendues. Mais quand l'esprit est clair, alors vous êtes forcément clairvoyant. Ça fait partie de la conscience. C'est la nature de l'esprit. Voilà. Alors lui, bien sûr, ajoute, parce que c'est sa culture, c'est ça. Là, je crois qu'on peut dire c'est sa croyance, et dans ma bouche, à cet endroit-là, c'est pas péjoratif. Il ajoute que, bien entendu, c'est karmique et que c'est lié à mes vies antérieures, etc. Bon. Alors après ça, j'ai envie de dire, je vais être très très violente, ça m'intéresse plus, parce qu'on peut pas le prouver. Vous voyez ? C'est pas qu'à titre personnel, ça m'intéresse plus. À titre personnel, ça m'intéresse beaucoup, parce que je m'intéresse beaucoup au bouddhisme et à la spiritualité. Mais à titre personnel, pour la question de la voyance, ça m'intéresse pas, parce que les seules questions qui m'intéressent autour de la voyance, c'est ce qu'on peut prouver. Parce qu'il n'y a que quand on aura cerné ça et étudié ça qu'on pourra s'en sortir. Ça ne veut pas dire que je suis matérialiste, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en une vie après la vie, ça ne veut pas dire que des systèmes philosophiques et religieux ne me paraissent pas pertinents. Mais les Tibétains, on est Shung et Yudema. Dans d'autres cultures, par exemple en Amérique latine, certains chamans ont les mêmes résultats en pensant être en contact avec leur animal de pouvoir, qui sera un cerf ou qui sera un aigle. Dans des cultes afro-brésiliens, il va y avoir des trans aussi tout à fait spectaculaires, avec des descriptions et des prédictions tout à fait spectaculaires, qui seront liées à d'autres divinités. Alors, est-ce que ça veut dire que tout ça est une construction de l'esprit humain ? J'en sais rien. Personne ne peut répondre à ça. Simplement, ce qui est certain, c'est que toutes les cultures ont développé des dispositifs, que ce soit par la divination, je dirais naturelle, c'est-à-dire celle qui n'amène pas d'état de conscience modifié spectaculaire, ou que ce soit par la transe, ont développé des dispositifs qui permettent de se mettre en relation, ou avec sa propre conscience, ou avec d'autres plans de conscience, d'en tirer des informations, et après ces informations, de prendre des décisions. Parce qu'au fond, la voyance, ça sert à quoi ? Ça sert pas D'abord, ça sert pas à se faire plaisir, mais ça, je crois que ce coup-là, j'ai été bien claire. Mais je pense que ça permet aussi de gagner énormément de temps. Et un des aspects qui pour moi n'est pas, comment dirais-je, n'est pas, je n'ai pas forcément trouvé le nom, mais c'est pas une preuve scientifiquement parlant, mais c'est intéressant en termes de conduite parce que ça coupe complètement la voyance de l'idée de désir qu'on en a habituellement. C'est que je travaille beaucoup, par exemple, avec des entreprises. Bon. Des entreprises qui me demandent des informations pour des fusions-acquisitions. Par exemple, une fusion-acquisition, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et qui, pour les gens qui les préparent, est parfois un travail, bien souvent d'ailleurs, peu ou pas rémunéré. Donc, ils peuvent travailler très longtemps pour rien. Bon. Moi, très régulièrement, je dirais qu'aujourd'hui, peut-être 30% de ma clientèle est composée d'hommes d'affaires qui veulent avoir des informations sur ce qu'on fait, quoi. Alors, personne ne me demande les numéros du loto, mais on peut, parce que ça, on ne peut pas. Bon. Ça, on ne peut pas. Mais on peut en effet avoir une idée de la réalisation d'une affaire, sans aucun problème. Bon. Dans quelle proportion ? 80%. C'est pas mal. C'est toujours mieux que rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne se plante pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on se plante suffisamment peu pour que la relation professionnelle avec moi, elle continue. Et il y a eu un monsieur merveilleux qui s'appelait Jean-Claude Lasanté, qui hélas est décédé l'année dernière, qui a été le pape de la chasse de tête en France, puisque c'est lui qui l'a importé. Pendant de nombreuses années, en 1975, Jean-Claude Lasanté a été un des premiers chasseurs de tête. Et au moment où il a pris sa retraite, il a écrit un très joli livre qui s'appelait « Attention, chasseur de tête ». Il est hélas décédé 2 ans plus tard, comme beaucoup de gens qui prennent leur retraite et qui finalement aimaient peut-être un peu trop leur métier. C'était un monsieur remarquable et il a eu envie d'écrire dans ce livre, de parler de la collaboration qu'il avait eue avec moi, en expliquant que quand il m'avait montré des photos de l'organigramme d'LVMH, j'avais été parfaitement capable de lui décrire ce qui se passait au niveau interrelationnel entre les gens, mais aussi la manière dont ça allait bouger. Et ça, il a pris la peine de s'engager là-dessus. Il a pris la peine de l'écrire. Bon, alors, si tout ça, c'était une histoire de désir, de relation, finalement de bons moments passés,
tous ces gens, qui sont essentiellement des messieurs, ne perdraient évidemment ni leur temps ni leur argent pour se faire conseiller. Ce qui ne veut pas dire que ça les empêche de réussir, mais ce qui veut dire que ça leur permet d'avoir, si vous voulez, un élément en plus de leur conseil habituel, parce que très souvent,